Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Entretien. Et cette semaine, on reçoit un invité de marque, un vainqueur des 24 heures du Mans, Loïc Duval. Bonjour Loïc. Bonjour, salut tout le monde. Salut. Bienvenue, merci d'être avec nous et bienvenue Mathieu aussi, Merci. qui va mener cette interview à mes côtés. Bon Loïc, le but c'est de revenir un peu sur ta carrière, sur des moments forts, de parler aussi évidemment de ce qui arrive, les 24 heures du Mans avec Peugeot cette année. Et pour revenir sur tout ça, on va te demander de tirer des cartes. On a 4 cartes devant toi qui concernent donc des moments de ta carrière via Auto Hebdo, via ton histoire un peu avec Auto Hebdo. Je te laisse tirer la première pour commencer. C'est parti. Le lancement du programme Endurance WEC avec Peugeot Sport et l'Hypercar 9X8. Exactement, 2022, le retour chez Peugeot, finalement. Pourquoi avoir décidé de revenir chez Peugeot et de te lancer dans cette nouvelle aventure? Est-ce qu'ils ont bien voulu de moi? Écoute, non, c'était une période où je dirais que l'endurance était dans le creux de la vague à ce moment-là. Il n'y avait plus beaucoup de constructeurs et puis moi, c'est vraiment mon cœur de métier, l'endurance. Et j'avais vraiment cette volonté après l'arrêt d'Audi. J'étais en DTM, j'avais la volonté de revenir en endurance. Et quand Peugeot a annoncé qu'il souhaitait revenir, j'y ai pensé à titre personnel. Ils ont aussi pensé à moi. On s'est rencontrés, on a discuté. Et puis je dirais que c'était... la boucle était un peu bouclée. J'avais eu la chance de commencer en endurance, gagner ma première grande course d'endurance au volant d'une Peugeot, la 908 avec Nicolas Pierre et Olivier Panis à Sebring. Et puis je trouvais ça cool. Et je me souviens aussi, j'avais toujours en mémoire du plaisir que j'avais pris au volant de la 908 au Mans. Et j'avais toujours eu cette envie de revivre ça aussi. Et voilà, avec l'héritage qu'avait Peugeot, le fait que ce soit un constructeur français, je trouvais que tout était aligné pour qu'on puisse se retrouver et participer au Mans ensemble. Tu nous en avais parlé il y a quelques semaines pour Auto Hebdo de la 908, justement, tu nous avais fait un peu le comparo avec la 9X8 aujourd'hui. J'imagine qu'il y a aussi un côté un peu émotionnel, subjectif au fait de revenir avec Peugeot finalement et de te dire on se lance le défi pour réussir là où on a déjà réussi, mais là où peut-être ça c'est un nouveau step, si on peut dire, avec l'équipe. Oui, bien sûr qu'à titre personnel, humain, l'objectif premier, c'est de revenir au Mans, quand on a envie d'y participer. Et puis après, il y a d'autres critères qui peuvent venir se greffer à ça. Et c'est vrai que Peugeot, par rapport à l'histoire que je pouvais avoir, par rapport aux expériences, même aux gens que je pouvais connaître, alors entre la période 908 et 9X8, il y a quand même eu un laps de temps assez important. Donc, il y avait pas toutes les personnes du programme 9X8, mais 908, mais il y avait quelques personnes qui étaient présentes dans le giron, etc. Donc, je trouve que c'était hyper intéressant. C'était un peu le sentiment d'un retour à la maison. Tu parlais aussi tout à l'heure du fait que c'est un constructeur français. Est-ce que c'est quelque chose qui joue pour toi de faire le Mans et faire le WEC globalement avec un constructeur de la même nationalité que toi? C'est un plus. Bien sûr que l'objectif, il est de gagner. Il est d'écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page de cette aventure, que ce soit la mienne ou celle de Peugeot aux 24 heures du Mans. Cette année, en plus, c'est une année assez particulière pour Peugeot parce que c'est les 100 ans en fait de la première participation aux 24 heures du Mans. Donc il y a plein de choses autour de la marque et des 24 heures du Mans. Et bien sûr que moi, en étant pilote français, le fait de pouvoir m'aligner au volant d'une voiture française, au volant d'une Peugeot qui a toute cette histoire, cette historique avec Le Mans, je trouve que ça a du sens et c'est une belle histoire. Après, l'objectif, il est encore une fois de pouvoir tamponner quelque chose pour que ce soit validé. C'est vrai qu'on va parler un petit peu de la saison en cours après. Je pense que notamment il y a eu quelques bonnes nouvelles et quelques belles choses en début de saison. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais tirer déjà un premier bilan de ces 4 saisons finalement avec la 9X8? Comment est-ce que toi tu vois cette progression? Toi qui as connu finalement beaucoup de voitures et beaucoup de voitures performantes notamment par le passé. Elle s'est fait en 2 temps. Il y a eu la première partie avec la 9X8 1. Donc ça a été vraiment énormément de construction. On est parti de zéro. Il y avait la cellule Sport Auto était quasiment complètement diluée en fait chez Peugeot Sport. Donc il a fallu reconstruire, embaucher du monde, partir sur un nouveau projet. On est arrivé. Il y a eu de belles choses hyper intéressantes. On a manqué un petit peu de performance. Du coup, il y a eu un gros travail de réflexion qui a été fait assez rapidement
avec, on va dire, une 9X8 bis, numéro 2, qui arrivait très très vite en fait dans le développement et dans le programme. Où là, c'était pas une nouvelle voiture, c'était une évolution de la première. Il y a eu des choses beaucoup mieux. On a su performer un petit peu mieux. On a aussi, en tant qu'équipe, travaillé et appris pour, au niveau opérationnel, être bien meilleur, parce que c'est pareil, hein, au-delà de la voiture en elle-même, après, on est toute une équipe où il faut qu'on soit capable de prendre les bonnes décisions, le faire dans un laps de temps hyper court et être performant aussi, pit stop et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est un énorme travail dont les gens ne se rendent pas compte, mais encore une fois, quand on revient de rien en fait et qu'on commence à zéro, tout ça, c'est des process à mettre en place, ça prend du temps. Et on voit en fait que tout au long de ces 4 années, il y a eu une belle évolution. On a vu l'année dernière, après Le Mans, qu'il y a eu quand même une tendance en termes de résultats qui était hyper intéressante, avec des podiums où ça jouait devant tout le temps dans le top 5. Donc ça, c'était cool. Et puis cette année, un début de saison qui est, je dirais, plutôt bon, mitigé en termes de résultats par rapport à ce qu'on a pu montrer en termes de performance, mais il y a eu la première pole position de Peugeot, il y a eu de bonnes choses qui ont été faites, tout en sachant que là on est sur une voiture, voilà, qui va avoir 3 ans. On est sur une voiture, enfin on est face à des concurrents qui eux ont apporté là de grosses nouveautés. Donc ça montre que on a un package qui a un potentiel, qu'on continue à l'améliorer. Et puis maintenant on regarde voilà, sur l'avenir, et c'est Le Mans prochainement, quoi. Ce début de saison, c'est vrai qu'il est assez bon. Puis toi, l'an dernier, premier podium avec Peugeot, enfin avec cette 9X8 du coup à Austin. Ouais. Cette année, la première pole, t'en as parlé, Malte Jakobsen qui l'a réalisé, ton coéquipier. Comment tu gères ce trio avec 2 jeunes pilotes? Est-ce que tu sens vraiment que tu as un rôle de mentor un peu pour eux avec ton expérience? Oui, je pense qu'au sein de l'équipe, on a 2 éléments. Je pense qu'il y a Paul Di Resta, moi, qui sommes là depuis le début. On a été les 2 premiers pilotes signés par Peugeot. Donc on est là depuis le début du programme. On est ceux qui avons le plus d'expérience et les plus âgés du programme. J'ai été le plus jeune. Je me souviens quand je me suis retrouvé au Mans, mes premières années, ou même chez Audi avec Tom Christensen, Alan McNish. Je sais ce que les anciens, les pilotes plus expérimentés m'ont apporté. Donc voilà, j'ai une certaine expérience d'avoir été le plus jeune, maintenant d'être plus âgé dans l'équipe, et de savoir ce qui a été bon, bénéfique pour moi, et essayer de le donner. Alors, il y a une évolution, hein, forcément, dans le temps, tout évolue, mais essayer d'être capable de transmettre aussi ces choses-là. Alors, ça n'a pas toujours été facile chez Peugeot, parce que j'ai toujours eu, en fait, des line-up différents depuis que je suis arrivé. J'ai jamais eu 2 années de suite où exactement le même line-up. Donc c'est sûr que c'est un travail où on doit construire, on doit mettre des choses en place. Et puis c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, d'avoir une bonne ambiance de travail, de groupe. Je trouve que c'est hyper important. J'ai été éduqué comme ça avec Hugues de Schonack, avec le docteur Ulrich, où voilà, le côté humain avait vraiment son importance et beaucoup de place dans l'équipe. Et donc du coup, j'essaye de construire ça. Et c'est vrai que c'est assez nouveau là pour moi d'avoir 2 pilotes qui sont relativement jeunes, très jeunes même, avec Théo et Malte. Mais c'est génial parce que y a vraiment une bonne entente. Je pense qu'ils sont quand même pas mal à l'écoute. Moi, je passe de bons moments avec eux. Et puis jusqu'à présent, on a commencé vraiment ce trio-là l'année dernière à Bahreïn pour la première course ensemble. Et ça a tout de suite bien fonctionné. Je pense que tout le monde trouve sa place. Et puis bon, on va évoluer comme ça avec le temps, parce qu'eux, forcément, vont prendre un petit peu d'épaisseur, de confiance. Et moi, je vais pouvoir aussi, à un moment donné, me focaliser plus sur ma performance pure, etc., plutôt que d'essayer de construire quelque chose avec les 2 autres pilotes. Tu parlais justement de ce côté humain et de cette importance d'avoir une bonne entente. Quand tu as un jeune comme Théo Pourchère qui vient de la pyramide de la monoplace, est-ce que tu ressens par exemple qu'eux n'ont peut-être pas, en arrivant, cette espèce de team spirit, parce qu'ils sont habitués à être seuls dans la voiture, et en monoplace on sait que les pilotes souvent sont assez... j'allais dire égocentré, c'est
Oui, c'est un peu le cas. En tout Ouais. cas, ils sont convaincus d'être les meilleurs. Et ils essaient de se convaincre, en tout cas, de l'être pour performer. Est-ce que tu vois ça avec les pilotes qui viennent de la monoplace, qui arrivent en endurance et est-ce À que fond. Ah ouais? Oh ouais. Ouais, à fond. Là, il y a un exemple. C'est un exemple simple. Hein. Ils ont tous les deux à peu près le même âge, deux parcours complètement différents. T'as Malteux et t'as Théo. T'en as un qui a été formaté endurance depuis le départ. Je veux dire, il a fait que ça. Et un autre qui est monoplace depuis le départ. Tu le vois. Tu le vois, en fait, au début, construire quelque chose, les petits déjeuners ensemble, les dîners ensemble, faire une activité ensemble, etc. C'est tout un peu plus compliqué à mettre en place au départ avec quelqu'un comme Théo. Parce qu'en fait, c'est pas du tout son mode de fonctionnement, parce qu'il vient pas de là, parce que tout était tourné autour de lui, parce que, voilà, comme tu le disais, tout est centré sur toi, mais ce qui est normal. C'est ce qu'on demande en plus en monoplace. Hein. Je veux dire, en monoplace, ton plus gros adversaire, c'est ton équipier. C'est le mec qu'il faut tordre tous les week-ends. Là, au contraire, là, il faut faire en sorte que si ton équipier est un petit peu en difficulté, trouver les solutions pour l'aider, parce que de toute façon, c'est ton objectif à toi pour le résultat commun de l'équipe et de la voiture. Et tu as un autre gars qui est Malteux de l'autre côté, qui lui, il vient vraiment de l'endurance depuis le début. Je veux dire, l'intégration, ça s'est fait comme ça. C'est pas que Théo, ça s'est pas fait comme ça, mais tu sens vraiment des différences, alors que c'est foncièrement deux personnes humainement qui sont adorables, vraiment cool, des bonnes personnes, mais tu sens que en termes d'éducation sportive, c'est vraiment deux choses différentes. Est-ce que ça pousse un petit peu justement dans une équipe d'avoir un mec qui vient de la monoplace comme ça et qui a un état d'esprit où il vient quelque part un peu en compétition, mais où il se dit là je vais pousser les autres aussi vers le dessus quoi. Alors à titre personnel, non, parce que moi j'ai fait ce que j'avais à faire et puis maintenant je ressens pas le besoin de montrer. Maintenant, si tu as deux gars qui ont à peu près le même âge, etc., et c'est le truc d'ailleurs sur lequel il faut pas tomber, parce que c'est un piège en fait. Tu mets trois jeunes, c'est sûr que tu es dedans. Tu as les deux pieds dedans, etc., où le mec, à chaque fois qu'il va monter dans la voiture, il va montrer que c'est lui qui est plus vite, et après, tu as une histoire de prise de risque qui arrive. Tu en as deux, ouais, tu arrives un peu à gérer, mais des fois, ça peut être un peu compliqué. Donc c'est sûr que le pilote de monoplace va être poussé sur la performance pure et personnelle au départ. Au départ, ça va être ça. Et puis après, avec le temps, tu vois, Théo, mine de rien, il a quand même fait du LMP2 l'année dernière, donc il s'est déjà un petit peu formaté à tout ça. Avec le temps, les choses changent un petit peu. Donc ça a du bon. Mais en fait, arriver à ce niveau-là, les gars qui signent avec des constructeurs, ils ont quand même derrière eux un bagage, que ce soit en termes de résultats, en termes de vitesse, en termes de technique, de choses comme ça, qui est assez important. Donc, je veux dire, à moins que le gars soit un abruti fini, logiquement, on arrive à se formater et à avoir des relations qui sont plutôt bonnes, quoi. Dernière question sur le sujet, sur Peugeot. Qu'est-ce qui serait des 24 heures du Mans réussis pour vous cette année? On sait que, on l'a dit, il y a eu des bons résultats, mais il y a aussi un peu de malchance. La voiture, des fois, peut-être performe pas aussi bien que vous le voudriez en course. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous et qu'est-ce qui te rendrait heureux, toi? Alors, déjà, on a eu plutôt des bons Le Mans. Je dirais que notre moins bon Le Mans, c'est celui de l'année dernière, qui a été un Le Mans difficile, auquel on s'attendait. On espère que cette année, ce ne sera pas le cas. Les deux Le Mans précédents ont été plutôt bons. Notre premier Le Mans, quand même, on est en tête de la course pendant un petit moment. Donc, c'était une belle surprise. Tu y as cru? Non. Non, c'était trop tôt dans la course pour y croire, en sachant que, voilà, on était vert. Je veux dire, quand je dis vert, c'est pas prêt. On n'était pas prêt. On savait qu'il pouvait y avoir potentiellement des problèmes mécaniques. Au final, on a fait un Le Mans très propre. On est arrivé au bout sans souci majeur. Mais ça a été un très bon Le Mans. Le deuxième a été comme on l'imaginait, correct. Le troisième a été compliqué, comme on l'imaginait quand même, mais compliqué. Je dirais qu'un bon Le Mans pour nous aujourd'hui, avec le package qu'on a, ce qu'on a pu changer jusqu'à présent,
si on arrive à faire un top 6, je pense que c'est une belle performance. Après, comme on le sait, Le Mans choisit un petit peu son vainqueur. Il y a les aléas de la course, les conditions. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Mais c'est vrai que Le Mans, ces 10-15 dernières années, est devenu de plus en plus compliqué, où on a vraiment des sprints de 24 heures, où celui qui gagne, quoi qu'il arrive, a fait la course parfaite, est rapide, a pas de problème mécanique, parce que c'est ce qui se passe maintenant depuis 15 ans. Donc c'est devenu une course vraiment hyper compliquée, où on ne peut pas que miser sur la fiabilité ou que miser sur la performance. Il faut vraiment un package global, et ça c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Bon, on va continuer de parler des 24 heures du Mans. Je te laisse tirer la deuxième carte. Allez. Ouais. C'est un bon souvenir, j'imagine. En carrière, c'est un souvenir exceptionnel. Je veux dire, gagner les 24 heures du Mans, c'est quelque chose de magique. Je suis originaire de Chartres, en plus je suis pas loin du Mans, donc je veux dire, ma première course de kart, je l'ai fait sur le circuit Alain Prost. Ma première course de bagnole, je l'ai fait au Mans sur le Bugatti quand j'étais à la filière FFSA. J'ai toujours baigné avec Le Mans et donc les 24 heures du Mans. Je vois aussi trois personnes avec moi qui comptent beaucoup dans ma carrière, avec Alan McNish, que j'ai vu le week-end dernier d'ailleurs à Montréal, avec le Dr Ulrich, qui est une personne exceptionnelle, un manager hors pair, et avec Tom Christensen, qui, pour les connaisseurs d'endurance, oui, monsieur Le Mans, est quelqu'un qui a réalisé une carrière fantastique, dont 9 victoires aux 24 heures du Mans, et on a la dernière pour lui ensemble. Avant qu'on parle de ce trio que tu as formé avec eux, qui était quand même un trio hyper sympa en effet, on le voit aussi sur la une, ça a été une édition marquée par le décès d'Alan Simonsen assez rapidement dans la course. Comment vous l'avez vécu au moment de célébrer votre victoire? Est-ce qu'il y avait un peu de retenue? Est-ce que ça a joué peut-être là-dedans? Parce que c'est jamais agréable de voir quelqu'un décédé, surtout que ça faisait quand même plusieurs années au Mans. Alors pour l'anecdote, le crash est très tôt dans la course. Après 10 minutes de course, je crois. Ouais, exactement. Nous, c'est Alan qui est au volant à ce moment-là. Bon, il y a le crash, mais on n'a pas trop d'informations. Moi, je monte en deuxième dans la voiture. Donc, en fait, j'ai pas d'infos lorsque je monte dans la voiture. Et je pars, je pense, quasiment pour 4 heures de relais. Quand je reviens, donc on est en milieu de soirée, au stand. Et il y a le Dr Ulrich, en fait, qui me prend à part et donc qui m'annonce le décès d'Alan. Je pense, Le Mans, la tension qu'a Le Mans, ce que ça procure aux pilotes, etc. Moi, quand il m'a annoncé ça, en fait, j'ai pleuré. J'ai eu les larmes aux yeux parce que moi, déjà, on est en 2013, on s'attend plus à avoir des décès en sport auto. Enfin, il y en a quasiment pas. Je me souviens, moi, de la voiture de l'Aston Martin. Elle semble pas plus abîmée que ça, donc c'est presque une surprise en fait. Que je sais qu'il est papa, que moi j'ai un petit garçon à ce moment-là, donc forcément on se projette. Enfin voilà, il y a tout ça qui fait que. Et donc voilà, j'ai les larmes qui viennent, machin. Et puis après, on passe à autre chose, on est dans la course est là, elle continue, on la gagne. Je suis avec un Danois, avec Tom Christensen sur le podium, qui a perdu son papa cette année-là. Tom veut rendre hommage à son père en gagnant, et il rend hommage finalement à Alan. Donc il y a énormément de retenue sur le podium. Et moi, en fait, c'est mon regret, entre guillemets, de ce podium, c'est que j'ai pas pu le savourer, j'ai pas pu exploser de joie comme j'aurais aimé. Il y a toujours autant de plaisir et de satisfaction d'avoir gagné, mais c'est sûr que ça a été une célébration très en retenue, mais ça reste un très bon moment. Avec le recul, peut-être que tu arrives un petit peu plus à savourer, si on peut dire, ce côté, tu vois, je l'ai fait, moins dans l'émotion du moment. Tu peux le gagner une fois ou 9 fois comme Tom. À la fin, en fait, quand tu es vainqueur des 24 heures du Mans, tu rentres dans un groupe qui est assez élitiste, et donc c'est dans une carrière, c'est fabuleux, c'est sûr, et je le savoure comme ça. Après, avec le temps, je me suis aussi rendu compte de quelque chose, c'est qu'en fait, on ne savoure pas. On gagne un truc, on est content, et 5 minutes après, on est dans les débriefs, et on est en train de penser à la prochaine. Donc en fait,
c'est très rare de vraiment savourer le moment. Et bien souvent, tu le vois, plus les gens ont de la bouteille, plus ils vont peut-être passer un peu plus de temps sur ce podium en se disant bah, c'est peut-être le dernier, on sait pas. Enfin, voilà, je sais ce que c'est. Et ça fait aussi partie de mes choix aussi de revenir au Mans parce que je sais ce qu'est le Mans, je sais ce que ça procure en termes de sensations, je sais ce que c'est que d'être sur ce podium où tu as 150 000 personnes, tu vois, qui est en dessous, une marée humaine incroyable. C'est un truc de magique, mais on ne savoure pas assez. Donc oui, avec le temps, on est capable de se dire ah mais c'est quand même génial et tout, et de se dire voilà c'est un moment important d'une vie, mais sur le moment, quand c'est ton 3e Le Mans ou 4e Le Mans, ouais c'est génial, il y en aura d'autres. Et ça en fait tu le sais jamais. Et je me souviens en 2016 quand je monte sur le podium avec Lucas Di Grassi et Oliver Jarvis, alors que c'était pas prévu parce que la Toyota s'arrête un tour avant la fin. Oui. Donc on fait podium. Je leur ai dit, les gars, savourez parce que le moment quand t'es là-haut là, t'as l'impression d'être Robbie Williams, t'es une rockstar, tu vois, t'as tout le monde en bas. Enfin c'est un petit shoot d'adrénaline qui est assez sympa. Ouais. Sur le moment, tu te rends compte quand tu gagnes le Mans de la portée de la performance, à quel point non. On se rend pas compte en fait que ce qu'on vient de faire là à ce moment-là, ça va avoir un impact sur toute votre vie. Parce que, par exemple, si je suis encore ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai gagné le Mans en 2013. Enfin, il y a ça, je veux dire, voilà, tu étais associé à quelque chose qui est bien plus grand que toi. Hein. Le Mans, l'héritage des 24 heures, ce que sont les 24 heures du Mans dans le sport automobile, qui est un monde que j'ai choisi et que j'aime. Donc non, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte du tout de l'impact que ça peut avoir. Mais quelque part, j'extrapole, mais je pense que c'est le cas dans toutes les disciplines et tous les plus grands champions, à mon avis. À part quand tu atteins un certain niveau, tu vois, je pense à Lewis qui gagne son 7e titre, tu tiens un discours. Mais quand c'est la première fois, notamment, je pense que tu peux pas, quelle que soit la discipline. Oui. Ça te fait vraiment rentrer dans une sphère particulière. Ouais. Et en fait, même si tu en as vu d'autres gagner avant toi, puis tu dis, c'est génial, Christensen, il a gagné, voilà, ou la F1, en effet, Lewis, mais en fait, tu te rends pas compte à quel point ça a un impact sur ta vie. Ouais. Mais il y a Kylian Mbappé qui en parlait, on parlait un peu de foot avant l'émission, qui disait que justement la Coupe du Monde 2018, pour lui, ça l'avait pas tant marqué que ça lui avait pas fait tant plaisir parce qu'en fait ça lui avait semblé facile. C'est sa première Coupe du Monde, il avait 18 ans ou 20 ans à l'époque, et il a gagné directement en étant en plus excellent. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu peux ressentir des fois, ou quand il t'arrive des choses comme ça en début de carrière, entre guillemets, tu les apprécies pas forcément parce que comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, tu te dis qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. Ouais, c'est un petit peu ça. Alors, je pense que tu as tes toutes premières victoires. Vraiment, tu vois, peut-être que Kylian Mbappé, là, si on parle un petit peu football, quand il était gamin, tu vois, à 14, 15 ans ou 16 ans, ou vraiment le gros tournoi, les trucs, ça, peut-être que tu t'en souviens, tu vois, c'était énorme. Puis après, tu commences à apprendre à gagner. Tu vois, on parlait avant de Théo, on a tous fait de la monoplace. Je veux dire, moi, avant de gagner le Mans, j'ai gagné des championnats en France, en Europe, au Japon. Donc, tu vois, cette culture de la gagne, tu l'as un petit peu travaillé et puis tu as déjà vécu quand même des sensations où tu es champion. Je dirais que ça vient, en fait, en deuxième partie, la victoire au Mans, le titre de champion du monde. Donc, tu es déjà un petit peu habitué à ça. Et en fait, ouais, tu te rends pas du tout compte de l'impact que c'est. Donc c'est vrai que tu le savoures en te disant, tu vois, tu sais quoi, l'année dernière, j'ai gagné le Super GT au Japon. L'année d'avant, j'ai gagné la Super Formula. Machin, là, je gagne le Mans. Normal. Voilà. Et donc, je pense que ta première victoire... Et quelque part, je pense qu'un Lewis, si on revient à la F1, je pense que sa 7e victoire, peut-être qu'il la savoure plus que la première. Oui, c'est ça. Parce que tu as un peu plus de recul. Tu vois un peu plus ce qui a été construit, etc. Tu sais aussi la difficulté que c'est. Et donc, du coup, de pouvoir le réitérer, de gagner de nouveau, c'est quelque chose. Quand j'ai gagné mon 2e Sebring, par exemple, j'ai savouré d'une manière différente que mon premier Sebring, qui était juste avant Le Mans, d'ailleurs. Si on revient sur Le Mans 2013, qui était l'objet de la carte, est-ce qu'il y a eu des difficultés pendant ce week-end? Parce que c'est vrai que ça ressemblait un peu de l'extérieur, un peu au week-end parfait. Vous avez quand même été très performant. Mais est-ce que voilà, techniquement, il y a eu des doutes? Est-ce que des fois, il y a eu des petites galères comme ça dans le garage qui vous ont fait un petit peu
avoir des hauts et des bas. Surtout que vous avez pas trop de problèmes, mais les deux autres Audi ont des problèmes techniques quand même. Ouais, il y a. Alors la deuxième, je m'en souviens pas. La première, je me souviens parce qu'on était ensemble avec Benoît. On était 1 et 2. Je sais plus si nous on était 1 ou si on était 2, mais on était ensemble et on est ensemble dans la pit lane. Et je me souviens qu'il rentre la voiture quand moi je repars des stands. Alors, à titre personnel, on parlait un peu plus tôt des pilotes expérimentés. Alan et Tom m'ont mis dans un fauteuil. Je suis une période où on aime bien en plus la nouveauté. Hein. Enfin, vous les médias, vous êtes les premiers à croquer la nouveauté. Il faut quelque chose de nouveau, etc. On aime bien la nouveauté. Moi, ils m'ont mis dans un fauteuil. Je faisais les qualifs. Enfin, je faisais tout. J'étais le petit prince, tu sais, et tout fonctionnait. Des fois, tu as des périodes aussi comme ça où tu as l'impression qu'il peut rien t'arriver. Donc, au pré-test du Mans, le matin, un peu d'eau, je mets 2 roues sur le vibreur extérieur du tertre rouge et je me tarte au tertre rouge, j'éclate la caisse, machin. L'après-midi, la voiture, elle est remontée. Fin de journée, on remet Loïc dedans juste pour qu'il refasse 2-3 tours. Poum, meilleur temps du pré-test. Après m'être mis dehors, tu vois. Bon, c'est une bonne sensation. On revient la semaine d'après, qualif, pôle. Sensation nickel. Chaque fois que je montais dans la voiture, j'ai l'impression de... Tu sais, des fois, on parlait d'Ayrton Senna, son truc, quand il est au-dessus de la bagnole. Mais j'avais l'impression qu'il pouvait rien m'arriver, quoi. C'était magique. Je volais. Donc, à titre personnel, vraiment, la semaine de rêve. Vraiment magnifique. Quand j'étais au volant. Après... Des conditions super compliquées. On a pris la flotte sec. C'était un peu compliqué, un peu stressant. Jamais avec le bon pneu, tu sais. Enfin, là c'est bon, ça dure 2 minutes. Tu restes avec les slicks, fais gaffe. Super, t'es gentil. Enfin, c'est un peu compliqué les conditions. De voiture de sécurité. Exactement, voiture de sécu. Donc vraiment des conditions compliquées. Et là, 2 heures de la fin, moi je suis plus dans la voiture. C'est Tom qu'ils ont mis dans la caisse, qui est magique pour ça. Hein. Mais quand j'étais comme ça. Tu vois, c'est ma première victoire potentielle. Il reste 2 heures de course. On a quasiment un tour d'avance. Mais les conditions, un coup il pleut, tu l'entends à la radio, machin. Tu dis, putain, c'est pas possible, on va pas y arriver, quoi. Et ça, c'était super compliqué. Vraiment compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, semaine assez magique. Est-ce que ça vous a soudé en quelque sorte ? Est-ce que déjà toi, comment est-ce que tu vis le fait de rouler avec 2 légendes à ce niveau-là ? Et puis ensuite, voilà, comment ça se passe entre vous, étant donné les émotions que vous vivez forcément avec une participation au Mans ? Moi, je rejoins Audi en 2012. Je fais mon premier Le Mans avec Audi donc en 2012. Et à l'arrivée des 24 heures, donc j'arrive au niveau de la pesée. Et en fait, je m'arrête, j'ai ma porte qui s'ouvre. Et c'est Tom qui vient me voir, qui me serre la main et qui me dit il va falloir qu'on roule ensemble. Il me dit ça comme ça. Ok. C'est sympa. Et c'était c'est sûr quand t'as Tom Christensen qui te dit ça. Et donc à cette époque-là, c'est Tom, Alan, Dindo qui sont ensemble. Oui. Et donc un petit peu plus tard, j'apprends que Dindo en fait va arrêter. Et j'ai le docteur Ulrich qui me contacte pour que je prenne sa place. Donc, je ne sais pas si Tom et Alan avaient une influence sur le choix de qui les rejoignait, mais voilà, l'histoire s'écrit un petit peu comme ça. Je me retrouve donc avec eux en 2013. Une année qui se passe vraiment bien. Enfin, on commence à Silverstone, on gagne. On va à Spa, on fait podium. On se retrouve au Mans, on roule devant et donc on gagne. Donc, c'était plutôt une belle année. Un peu compliqué pour Alan, surtout le Mans, en fait. Parce que Alan, l'année d'avant, se met dehors au Mans dans les Porsche et on sent qu'en fait, il avait eu son gros crash dont on se souvient tous. Après, il a eu ce petit crash dans les Porsche, mais du coup, ça leur fait perdre la course. Et le début de course 2013, là, où il y a un petit peu de flotte et tout, je veux dire, Alan, il veut qu'un truc, en fait, c'est pas la mettre dehors, mais du coup, il est vraiment sur la réserve, donc ça avait été un petit peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, voilà, on a tous trouvé notre place, ils étaient au top. Même si souvent les gens de l'extérieur s'imaginent pas, le vrai leader de ce trio-là, c'était Alan McNish. Alan, c'est un patron, c'est un leader, et d'ailleurs, je pense que si aujourd'hui il est directeur sportif chez Audi en F1, c'est aussi une des raisons. Donc c'est lui qui traçait la route. Et après on avait Tom
qui, au volant de la voiture, vite, ne fait jamais d'erreur. Enfin, d'ailleurs, si on regarde son ratio au Mans, entre le nombre de courses qu'il a faites où il a fini sur le podium, enfin, grosso modo, quand il n'est pas sur le podium, c'est que la voiture a un problème. Sinon, il est toujours là. Incroyable. Par contre, quelqu'un qui, quelque part, a un certain manque de sécurité. Alors qu'on pourrait se dire, Tom, 9 fois vainqueur du Mans, le mec, il n'y a rien qui peut l'ébranler. Non, ça pouvait être des fois un petit peu compliqué. Par contre, c'est vrai que notre trio, il a duré qu'une année. Donc on s'est pas soudé comme ils ont pu se souder avec Dindo, et puis après Dindo, Tom, Alan, c'est la même génération. Moi j'étais quand même une autre génération, mais on est resté forcément très proches. On a toujours de très bons contacts, on se voit régulièrement, mais c'est vrai que ça a pas duré assez longtemps quelque part, mais il y a eu cette victoire qui fait qu'on sera liés pour toujours. Bon, du coup, on va te laisser tirer la 3e carte et on va revenir encore un peu plus loin dans le passé. C'est mon titre de Super Formula ? Oui. C'est ça ? 2009. Avec Autopolis. la voiture, je dois avoir la voiture de André Lotterer juste derrière moi là. Et donc ça va être une photo à Sugo, au Japon. Écoute, là comme ça, avant que tu me poses une question, hein, mais c'est les plus belles années du sport automobile pour moi. Ah oui. Mon expérience au Japon, j'y suis allé en reculant, en me disant que peut-être que je ratais l'opportunité de la F1. Parce que comme Théo, j'étais formaté monoplace, et donc je fais la F3, je fais Macao avec ASM et Frédéric Vasseur. On me propose la GP2 à l'époque, la F2, mais ça se passait pas bien. J'étais dans le RDD, le Renault Driver Development pour les jeunes pilotes. Et j'avais vécu 2 années en F3 qui avaient été compliquées parce que je pense que j'étais dans une bonne équipe, mais on n'avait pas le bon package avec signature. Je me retrouve avec ASM en F3 à Macao, et puis là c'était avion de chasse parce que le package était bon et une très bonne équipe. Et je dis à Renault, écoutez, moi si c'est pour faire de la F2 avec une équipe derrière, ça sert à rien. Je veux dire, soit vous me mettez chez ART, qui était le top team, sinon ça sert à rien. Et de l'autre côté, en fait, à Macao, je roule en même temps que Kazuki Nakajima, dont le père, Satoru Nakajima, ancien pilote de F1, a une équipe au Japon, et il me contacte pour que je vienne au Japon. Et moi, au départ, j'y vais en marche arrière, parce que je me dis, le Japon, moi de l'Asie, je connais que Macao, ça ne faisait pas rêver. Et en fait, je vais au Japon, et puis je me rends compte que c'est hyper pro, que c'est génial, les circuits sont top. T'es payé pour rouler. Je faisais la Formule Nippon et du Super GT, ce qui est l'équivalent de faire de la F2 et du DTM en Europe. Payé pour... Enfin, c'était magique. Donc t'as pas une seconde regretté ce choix de t'exiler là-bas finalement? Pas une seconde. Je pense que en tant qu'humain, moi j'ai grandi, j'ai appris plein de choses, parce que c'est quand même... je dirais pas que c'est l'opposé de l'Europe, mais il y a quand même une culture qui est vraiment identifiable et qui est vraiment différente de chez nous. Donc j'ai appris plein de choses à ce niveau-là. En tant que pilote, je veux dire, des voitures qui sont fabuleuses. Si on parle de la Super Formula, quand même, à l'époque, je crois qu'on avait regardé, mais le vainqueur d'une course de Super Formula finissait dans le top 8 d'un Grand Prix de F1 à Suzuka. Parce qu'il y avait très peu de dégradation avec les pneumatiques. Enfin, voilà, les caisses, ça marchait vraiment fort. Donc c'était plutôt bien. Le Super GT, c'était un truc qui était 3-4 secondes plus vite que le DTM. Donc, je veux dire, sportivement parlant, les autos, c'était génial. On faisait du développement au niveau voiture, du développement de pneumatiques. Donc, en termes d'éducation sportive aussi, ça m'a donné un background qui était fabuleux. Ouais, la course, c'était magique. Je me suis fait des potes là-bas avec André, avec Ben. Enfin, c'était cool. C'est intéressant parce que tu parles notamment, quelque part c'est induit, mais il y a aussi l'adhésion du public en Asie, mais aussi fortement au Japon. Tu as aussi parlé de catégories peut-être un peu moins suivies, un peu moins connues en France, notamment le Super GT. C'est vrai que c'était des catégories super, donc peut-être ça mériterait effectivement un peu plus de couverture aussi, tant la course en tout cas est haletante, quoi. Mais, écoute, moi la Super Formula était un petit peu connue parce que Ralf Schumacher avait fait la Super Formula, parce que il y en avait d'autres qui étaient passés par là-bas, mais il y avait eu quand même un laps de temps assez important entre les anciens, Eddie Irvine, entre les anciens qui avaient fait la Super Formula qui étaient arrivés en F1. Nous, on est allé là-bas, quand je dis nous, Benoît, André, on s'est retrouvés là-bas dans une période où il y avait un peu moins de suivi médiatique, il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Et donc on a gagné là-bas, parce qu'on a tous les 3 gagné d'ailleurs ce championnat. Et derrière, on a des Stoffel, Vanthoor qui sont venus. On a Pierre Gasly, Lawson, ces mecs-là, qui sont venus en F1. Donc d'un seul coup, paf, ça a repris un truc. Mais ça a toujours été une catégorie exceptionnelle. Je veux dire, avec des voitures qui sont incroyables. Le Super GT, c'est fantastique. Et moi, c'est vraiment là-bas que j'ai fait la bascule du pilote de monoplace au pilote d'endurance. J'ai toujours aimé les sports co. Je faisais du foot quand j'étais gamin. J'adorais ça, la relation. En monoplace, c'était tout tourné autour de moi. Et quand je me suis retrouvé en Super GT, en fait, je partageais la voiture avec un équipier. Et c'est là que je me suis commencé à me dire, c'est quand même cool les podiums quand on est 2 quand même pour célébrer. C'est cool les week-ends où on se trimballe pas qu'avec sa valise, mais on a quelqu'un avec qui on peut discuter, avec qui on mange, on partage quelque chose. Et c'est vraiment là en fait que j'ai senti que l'endurance était un truc qui était fait pour moi. Qu'est-ce que tu fais comme différence au niveau de la course? Bon, puisque culturellement, on connaît un peu les différences, mais au niveau de la course pure entre le Japon, l'Europe et les USA, puisque tu as gagné Sebring notamment. Donc, comment tu vois ces 3 continents finalement? Est-ce qu'il y a vraiment des différences énormes dans la façon dont les courses sont approchées, dans la façon dont c'est vu par le public, même dans la façon de courir peut-être en tant que tel? Si on commence par le Japon, parce qu'on est là-dessus, fanatiques. Des vrais fans, je veux dire. C'est pas exagéré de dire qu'on se retrouve là-bas quand t'es jeune, je sais pas, j'avais 20, quelque chose. Tu te retrouves là-bas, Super GT, Super Formula. Pour aller de ton camion à ton stand, c'est comme si t'étais pilote de Formule 1 en Europe. Ouais. Je veux dire, t'as du monde autour de toi, les autographes, les photos, enfin c'est dingue. Sur les circuits, en dehors du circuit, énormément de respect. Tu sens que les gens des fois te reconnaissent à l'aéroport, en ville, mais énormément de respect. Et personne vient t'embêter, même si c'est pas forcément t'embêter, mais tu sens pas vraiment d'attroupement autour de toi. Sur les circuits, fou. Les voitures, la précision, le travail des mecs, la propreté, dingue. Je venais d'Europe et pourtant j'avais roulé avec des top teams. Mais alors le niveau, le standing, au niveau opérationnel, hallucinant. Par contre, à côté de ça, ils sont leurs usines, c'est des pauvres hangars au milieu des champs. Ils n'ont pas de motorhome, ils ont des vieux camions tout rouillés, etc. Enfin, c'est des contrastes hallucinants, quoi. Mais tous les pilotes sont payés. Alors qu'en Europe, ils ont des motorhomes. Attention, tu dormirais plus là que chez toi. Mais les pilotes, des fois, ils amènent des budgets. Donc vraiment, un contexte complètement différent. Et la course était top. Et j'étais payé pour rouler. Donc premier objectif aussi, tu vois, de vie où tu gagnes ta vie de ta passion, quoi. C'est ce qui n'aurait pas été le cas en GP2, pardon. Ce qui n'aurait pas été le cas en GP2. Là, il fallait trouver des budgets. Alors en l'occurrence, pour moi, c'était Renault qui payait, mais je veux dire, il fallait financer ces choses-là. L'Europe, je l'ai connue en 2 phases. Je l'ai connue au départ, dans mes formules de promotion. C'était cool. Tu penses que monoplace, F1. J'ai gagné au début, donc je le vivais bien. J'ai trouvé ça un petit peu politique, ce qui n'existait pas du tout au Japon. Au Japon, c'était vraiment que la course, que la bagnole, la course à 100%. Un peu de politique en Europe, surtout quand je suis revenu. Parce qu'autant en monoplace, quand j'étais gamin, bon, il y en avait peut-être un petit peu, mais ça se sentait pas trop. En DTM, là, on arrivait dans des sphères où il y avait des choses qui allaient pas pour moi avec le sport. Mais quand tu rentres dans des championnats où tu es aussi payé pour faire un travail, des fois, tu dois te plier à ce qu'on te demande de faire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Parce que oui, en effet, tu es un salarié, tu es un sportif, mais tu es un salarié. Et si ton employeur te demande de faire ci ou ça, à la fin, tu es payé pour ça. Et ce qui est important, c'est le bien de la marque, le résultat pour la marque. Et ça, il faut l'apprendre. Au début, c'est un peu compliqué. C'est marrant ce que tu dis sur le DTM, parce que tu n'es pas le premier à en parler. Je sais que j'en avais parlé avec Adrien Tambay, notamment, et Adrien Tambay disait la même chose que toi, que c'était infiniment politique et que ça l'avait un peu dégoûté de la catégorie aussi, parce que tu dois obéir à un constructeur qui favorise possiblement certains pilotes, aussi pour des raisons marketing ou autres. Et qu'en effet, c'est pas toujours très facile à accepter et qu'au bout d'un moment, tu n'as plus envie de courir dans cette catégorie, quoi. Ce qui est dur à vivre, en fait, pour le pilote, c'est que tu as le regard extérieur du sportif. Tu gagnes pas, ton équipier gagne,
ça arrive plusieurs fois dans l'année, t'es mauvais, il est bon. Sauf que en fait, derrière, des fois, il y a un peu plus que ça. Donc, c'est pas toujours facile à vivre pour le sportif. Après, comme je le disais, pour le gars qui est employé et qui doit faire son travail, on lui demande de faire ça, bon, bah, tu fais ton boulot. Mais des fois, en tant que sportif et le regard des autres, voilà. Donc, quand tu es jeune dans ta carrière, ce qui était plutôt le cas d'Adri, moi, je suis arrivé après Adrien, après avoir gagné Le Mans, etc. Donc, au niveau de ma carrière, c'était un petit peu différent. Mais quand tu es jeune dans ta carrière, ça peut être un tueur de carrière, le DTM. Et ça a pu être un tueur de carrière. Puis après, tu as les États-Unis. Les États-Unis, là, la course, elle est à pure. C'est vraiment le spectacle. Un bon truc de bonhomme, tu vois. Et voilà, le spectacle où là, c'est pas de la politique, mais en effet, le spectacle est la priorité. Donc, le gars qui est plus vite, qui part et qui a 30 secondes d'avance, on le déteste et on va tout faire dans la réglementation pour que ça n'arrive jamais. Mais d'un autre côté, tu as des courses folles qui sont top. On l'a vu là dernièrement, Indy 500, voilà, ça repart pour un tour. Et ben voilà, en fait, aux États-Unis, que ce soit la monoplace, que ce soit l'endurance, généralement, tu t'enquiquines pendant un certain nombre d'heures et à la fin, tout se passe sur un tour. Donc voilà, le spectacle à fond. Tu parlais de cette aventure au Japon, pour conclure un petit peu ça notamment, tu l'as vécu donc avec André Lautereer, Benoît Saint-Luyer. Vous gardez des anecdotes ensemble, en tout cas une aventure comme ça qui, là pour le coup tout à l'heure je te parlais des autres, est-ce que ça vous a soudé? Certainement là un peu plus, étant donné que vous avez vraiment vécu l'aventure conjointement tous les trois. Ouais, bah je sais pas si vous l'avez vécu ou si les gens qui vont regarder l'ont vécu aussi, mais des fois quand t'es expat, en fait, c'est toujours pareil. Les expats, souvent, ils se retrouvent ensemble. Les Français se détestent tous en France, mais par contre, les Français qui vont être à New York ou les Français qui vont être à Tokyo, ils vont tous se retrouver. Et voilà. Et en fait, tu as ce côté en fait, où tu crées un noyau. Et forcément, avec Benoît et André, alors André n'est pas français, mais il a grandi en Belgique, il parle très bien français. Et on se retrouvait et on a passé de super moments. Il y a plein de choses dont je ne vais pas parler là, mais il y a plein de moments qui étaient exceptionnels, que ce soit en course, parce que des fois ça a été chaud. Moi, je sais qu'avec Ben, il y a une fois, on a failli se mettre dessus à Suzuka parce qu'on a eu un contact. Mais que ce soit en course ou en dehors de la course, on a grandi ensemble. Et puis les deux sont partis ensemble du Japon pour rejoindre Audi. Et moi, juste après, en fait, si je rejoins Audi, c'est parce que eux, en fait, donnent mon nom chez Audi en disant, écoutez, regardez Loïc. Donc, je veux dire, je leur dois aussi plein de choses. Et peut-être encore plus à Ben qu'à André. Mais voilà, et Benoît, encore aujourd'hui, on a toujours des contacts ensemble. C'est des gens que j'affectionne particulièrement. On a vécu des trucs top ensemble, ouais. Si on revient un peu en arrière, tu parlais de Sébastien Vettel, tu as roulé contre lui, tu as roulé aussi contre Lewis Hamilton en F3 Euro Series, notamment en 2005. Tu as été toi-même pas loin du coup de la Formule 1 à ce moment-là, tu en avais aussi parlé au début avec le soutien de Renault. Pourquoi ça l'a pas fait? Est-ce que tu penses que Renault t'a peut-être un peu lâché à ce moment-là? Parce qu'en 2006, du coup, ils arrêtent leur soutien. Comment tu l'as vécu à l'époque? Est-ce que ça a été un regret? Est-ce que tu as regretté de ne pas avoir pu faire un test avec eux, par exemple? Alors, oui, ça a été un regret. Je vais essayer de faire court. À cette époque-là, il y a José María López qui est dans le programme, il y a Lucas Di Grassi, il y a Heikki Kovalainen, etc. Enfin, on est plusieurs. Moi, il y a un moment donné, je suis face à Flavio Briatore, qui m'explique aussi que pour le moment, les Sud-Américains, c'est quand même une priorité. Voilà, donc il y a un moment donné, c'est pas qu'être français était un désavantage, mais c'était clairement pas un avantage. Donc ça a été une chose. Ensuite, je me retrouve à Macao, ça va être 2005. Je me retrouve à Macao après une année, comme je le disais un peu plus tôt, en F3, Euro Series, avec signature, où on est avec le moteur Opel, enfin voilà, donc c'est un peu compliqué. Je fais Macao, je fais la pole, je gagne la première course le samedi, je pars en pole du coup pour le dimanche. Je me souviendrai comme si c'était hier. Le Renault Driver Développement, on appelait ça, c'était les frères Michel, donc Bruno Michel qui gère la F2 aujourd'hui, qui gérait le RDD. Et le samedi, après ma victoire,
on me contacte pour me dire que ce serait bien que je rentre un petit peu plus tôt, et que je rentre par Londres finalement, parce qu'ils souhaiteraient me faire un test en F1 à Silverstone. Ok, l'agence pour tes billets d'avion, ils vont te contacter, etc. On organise ça pour que tu puisses venir faire le test pour la F1. Ok, très bien. Le dimanche, départ, jump start. Je fais 5, du coup, parce que j'ai un drive-through. C'est Lucas Di Grassi qui gagne, qui était aussi au RDD, lui, à l'époque. C'est lui qui a fait le test de F1. Je peux comprendre que ce soit lui. Alors, par contre, les frères Michel, jamais ils m'ont appelé pour me dire bon, finalement, c'est annulé, ce sera Lucas ou quoi que ce soit. C'est que j'ai attendu 15 jours avant d'avoir... donc voilà, j'attendais de rentrer. Bon. Donc ça, voilà, c'est le genre de truc que tu peux vivre, tu vois, quand t'es gamin, etc. Et après, j'ai cette proposition pour aller au Japon. Et là, c'est moi qui demande à Renault, en fait, de ne pas faire de la F2. C'est moi qui leur demande de me libérer. Et ils ont été d'accord pour me libérer. Et en fait, quand je signe au Japon, il est marqué aussi contractuellement que si je gagne la Super Formula, j'aurai un statut de troisième pilote avec Baronda, en fait, parce que c'était lié avec Honda. Et quand je gagne la Super Formula, Honda arrête la F1. Donc voilà, donc quand ça doit pas se faire, ça doit pas se faire, quoi. Quand ça veut pas, ça veut pas. Exactement. Je vais te laisser tirer la 4e carte. Et alors là, il va falloir que tu essaies de comprendre le lien. Quel Grand Prix ça peut être? Alors ça, c'est l'Autriche. Oui. C'est possible que ce soit mon premier Grand Prix en tant que consultant F1, c'est ça? C'est ça. Exactement. Ton premier Grand Prix pour Canal+, Grand Prix d'Autriche 2018. Pas mal, hein? Ouais. Je sais pas, mais ouais. Okay. Franchement, bravo. Ouais. On se demandait si tu l'aurais. Rapide, moi j'avais des indices au cas où. Ouais, non, écoute... Non, t'as été fort en effet. Donc tu débutes il y a 8 ans maintenant chez Canal en tant que consultant. Comment ça s'est fait déjà, cette opportunité? Comment elle est arrivée sur la table et pourquoi tu l'as acceptée? Alors, comment ça s'est fait? Thomas Sénécal est à la tête des programmes Sport Méca à l'époque. Avec Thomas, on a toujours eu une bonne relation. Enfin, je le voyais sur les courses auto. Je le connaissais bien sûr d'avant. Thomas Sénécal est quelqu'un de très fidèle. Donc, quand tu as de bonnes relations, voilà, c'est lui qui nous met le pied à l'étrier, en fait. Hein, c'est lui qui fait ses choix. Et donc, voilà, en fait, on avait ce contact régulier. Moi, je venais de temps en temps, des fois, pour peut-être commenter une course par-ci, par-là, pas de F1. Puis un jour, il m'a dit, écoute, lui, il aime bien quand même qu'il y ait un petit peu de nouveauté. En fait, que ce soit pas toujours les mêmes intervenants. Je pense qu'il aime bien cette fraîcheur que ça peut apporter, en fait, d'avoir un turnover au niveau des consultants. Et il m'a dit, voilà, est-ce que ça te tente de faire quelques grands prix? Et moi, en fait, je me suis dit oui tout de suite parce que j'étais client déjà Canal. Je regardais les grands prix. Je m'étais rendu compte de la qualité de ce qu'il pouvait, d'expertise qu'il pouvait avoir. Voilà, c'est hyper qualitatif, ouais. Canal. Et puis je me suis dit, vive la F1 de l'intérieur. Voilà, j'ai pas pu vivre ça. Le vivre de l'intérieur, ça doit être magique. Donc ouais, j'ai envie de voir, et donc bien volontiers. Et donc il m'a jeté dans la fosse au lion là-bas en Autriche, où je me retrouve à remplacer à ce moment-là Franck Montagny. Alors je tiens aussi à dire pourquoi aussi il y a eu ce turnover qui a été mis en place, c'est qu'à un moment donné, il y a de plus en plus de grands prix. Et que les gars, ils doivent souffler, quoi. Parce que faire 24 grands prix, il n'y a que Julien Febvre qui est capable. Enfin, sinon, je veux dire, c'est dur, quoi. Donc, il y a eu ça. Hein, c'était pas que d'avoir quelqu'un de nouveau, c'est qu'il fallait aussi faire souffler un petit peu l'équipe. Et je me retrouve dans la pit lane. Quand tu te retrouves dans la pit lane, que tu dois expliquer un petit peu ce qui se passe, que tu as les oreillettes, que tu as Paris qui te parle en même temps que toi, tu es en train de parler. Ça a été un exercice un peu compliqué, mais ils m'ont mis dans de super conditions. Et encore aujourd'hui, hein, j'étais la semaine dernière au Canada. Donc, comme je te disais, alors Thomas est plus à la tête du sport méca, mais il est à la tête de tous les sports maintenant. C'est Nico Alix et puis surtout... Laurent Dupin, avec qui je travaille de façon hyper régulière, et je le vis toujours, et c'est toujours de super moments, quoi. C'est toujours aussi qualitatif. L'équipe est top, les consultants sont top. On a Margot, il y a Franck, il y a Adrien dont on a parlé un petit peu plus tôt, donc c'est génial. Et moi je dirais aussi que c'est une petite bouffée d'air que j'ai, parce que c'est quand même cool d'aller sur un circuit
avec zéro pression. C'est Zéro plus du stress. travail, c'est que du plaisir. Alors peut-être qu'à Canal, ils vont dire comment ça, c'est pas c'est du travail, bien sûr, mais t'es quand même énormément soutenu. Je veux dire, t'as ceux qui présentent ce qu'est la grille, le Grand Prix, etc. Donc, eux travaillent énormément en amont. Toi, tu travailles en fait pour apporter quelque chose, mais c'est sûr que t'as pas la pression de faire la bonne émission. T'es là pour accompagner, et on est très très bien accompagné. Et c'est vrai que pour moi, alors je sais pas si c'est parce que j'ai vécu des moments sous tension énorme, mais j'ai l'impression que c'est moins stressant que d'être au départ des 24 heures du Mans, après une année de travail pour une équipe où il se met à pleuvoir 15 minutes avant de prendre le départ et que tu sais pas comment ça va se passer. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est un peu moins stressant, donc je le vis de façon relativement relâchée. Mais c'est vrai que c'est rare d'avoir des pilotes en activité qui font ça, et donc je pense que je peux comprendre le côté bouffée d'air en fait. C'est ça aussi la raison pour laquelle tu as accepté le côté un petit peu pas de côté quelque part, et juste profiter là où peut-être d'autres pilotes devraient le faire aussi, je ne sais pas. Alors moi je sais qu'il y a aussi beaucoup de pilotes qui en activité ne veulent pas le faire parce qu'ils veulent pas être considérés en pré-retraite. Moi j'ai jamais considéré comme ça, mais il y en a qui disent ouais, enfin souvent c'est après, c'est pareil. Souvent les pilotes se disent Le Mans, ce que je me disais, Le Mans, oui, Le Mans quand j'aurais fini ma carrière de pilote de monoplace. Maintenant ça change un petit peu. Maintenant il y en a qui ont des objectifs de carrière en endurance, donc c'est pas que pour les pré-retraités de faire les 24 heures du Mans, c'est des gars qui sont en activité. Et moi j'ai jamais considéré ça comme étant une information qui pouvait être relayée en disant tiens, il sent la fin. C'était pas du tout ça, c'était vraiment vivre le truc de l'intérieur, prendre du plaisir. C'est ce qui a été fait, et je remercie encore une fois Thomas et les équipes de Canal pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée, parce que c'est un vrai plaisir. C'est en effet pas un truc de pré-retraité aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes pilotes maintenant qui s'y mettent, surtout sur Canal. Tu vois, Théo le fait, Victor Martins, Dorian Pain notamment. Même Théophile Naël avait commenté sur F1 Kids, je crois. Est-ce que tu penses que pour eux, à l'inverse, c'est plutôt une façon aussi de se montrer, de se faire connaître du grand public français? Je pense surtout, alors Théo, Victor sont assez connus, Dorian aussi, mais tu vois, un jeune comme Théophile Naël qui est peut-être pas très connu du grand public, est-ce que tu penses que pour eux, ça peut être des bons moyens, même d'attirer des sponsors, de se faire connaître, etc.? Oui, c'est un bon moyen. La télé, c'est quand même un vecteur, enfin une communication qui est énorme. Donc bien sûr que cette génération-là, et c'est des pros des réseaux sociaux, ils sont très doués avec ça, mais c'est sûr que c'est une visibilité supplémentaire et une visibilité de qualité. Encore une fois, moi je reviens quand même là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de télé qui est capable de faire de la qualité comme le fait Canal. Donc c'est hyper qualitatif, et associer ton image à ça en parallèle de bien sûr ton activité principale qui est d'être pilote, je pense pas qu'il puisse y avoir un point négatif à ça. La semaine dernière justement, donc tu étais à Montréal, tu l'as rappelé, tu as eu un petit échange sympa avec Kimi. Ça arrive pas tous les week-ends, quand en l'occurrence tu es sur la grille, mais forcément les âges aussi évoluent sur la grille. D'abord, qu'est-ce que vous êtes dit? C'est la première question, on est obligé de te le demander. Et puis ensuite, justement, j'imagine que tu peux nous parler un petit peu de lui aussi, parce que comme tu l'avais dit en off, tu l'avais un peu suivi à l'époque. Donc pour remettre un petit peu, donc j'ai bossé pendant 2 ans avec Mercedes et Gwen Lagrue, qui est en charge du programme, et avec Stéphane aussi, qui est en charge du programme des jeunes pilotes. Donc j'ai accompagné les jeunes pilotes, et puis forcément j'ai vu aussi tous les jeunes pilotes de l'académie Mercedes. Et donc j'ai croisé Kimi quelques fois. À Montréal, c'est vrai qu'on a fait une grille. Je pense que quelque part on a vécu un moment de télé, parce qu'à mon avis ça doit pas arriver très souvent, et je pense pas que ça m'arrive une nouvelle fois, parce que c'est quand même très très rare que le leader du championnat du monde de F1 demande à un consultant télé de venir le voir et puis de discuter un petit peu. Donc c'est sûr qu'à mon avis ça va pas arriver de sitôt, et donc ça a été un moment privilégié. On est avec Canal sur la grille, en train de présenter, comme on le fait à tous les grands prix, la grille, l'actualité, ce qui se passe, et essayer de décortiquer au maximum les choses avant de donner la main à Julien et Jacques pour commenter la course.
Et puis, on est dans des conditions hyper compliquées. Où on a un petit peu de pluie, enfin, il fait vraiment très très froid, ça a été très compliqué depuis le début du week-end pour chauffer les pneumatiques pour les pilotes. Et là, avant de monter dans la voiture, Kimi me voit en fait, et il me fait signe de venir, donc je vais le voir. Place au direct, mais bien sûr que c'est intéressant de pouvoir avoir cette relation-là. Et Kimi, comme je l'ai expliqué à l'antenne, ça reste, même s'il est hyper talentueux, il fait des choses que je suis probablement incapable de faire, et peu de gens sont capables de le faire. Il a 19 ans. Il est au volant d'une Mercedes, qui est un constructeur hyper puissant. Il est en tête du championnat du monde. Et là, il est dans des conditions qui sont hyper compliquées. Et je pense que à 19 ans, il y a un moment donné, tu as besoin aussi d'être réconforté dans tes choix. Et voilà, donc, ça tourne autour de qu'est-ce que tu en penses, des conditions, les pneus, machin, etc. Voilà, la question, elle tourne globalement autour de ça. Et je pense que Kimi, c'est quelqu'un qui est très bon d'ailleurs pour ça. C'est que Kimi prend énormément d'informations. Alors des fois on peut avoir l'impression qu'il est un peu dispersé, mais pas du tout, mais il prend énormément d'informations, et je pense qu'il est venu me voir entre guillemets en relation de confiance, en me demandant ce que moi j'en pensais, qui était une information supplémentaire par rapport à toutes celles qu'il avait pu avoir, et qui lui permet à lui en fait à la fin de faire son choix, parce que ça le réconforte là-dedans. Et donc voilà, on a eu cet échange là qui était en effet un échange privilégié. Et même si c'est moi l'expérimenté sur le papier, qui est un peu plus vieux, etc., je pense que c'est lui là qui m'a mis dans la lumière devant les antennes Canal, d'avoir partagé ce petit moment avec lui. Qu'est-ce qu'il a de plus, Kimi, concrètement? Parce que c'est vrai que ce qu'il fait en début d'année, là, si on termine un petit peu sur la Formule 1, c'est quand même assez extraordinaire, historique à plus d'un égard. Donc ouais, qu'est-ce que toi tu vois en lui que n'ont peut-être pas les autres? On l'a souvent évoqué un peu comme le nouveau Verstappen. Il a beaucoup du Verstappen dans le talent, dans la faculté de s'adapter, n'importe quelle condition, n'importe quelle voiture. C'est un gamin qui a grandi, je veux dire, à 14 ans, il roulait dans des GT, dans des Ferrari, il a roulé dans des monoplaces, il a roulé dans tout, il sait s'adapter, c'est-à-dire que il va pas avoir besoin, quand il fait 15 tours sur le sec et qu'il se met à pleuvoir, de faire 15 tours sous l'eau pour être capable de sortir quelque chose. C'est-à-dire que il fait son tour de sortie et il sait ce qu'il peut faire, là où il peut emmener les limites, etc. Donc, il a cette faculté. Donc, il a un énorme talent. Intrinsèquement, ça, c'est sûr. Il a un énorme talent. Et après, des talents, il y en a. Mais des talents comme lui, il y en a très peu. Vraiment très peu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a Max en F1. Puis après, des talents comme Max, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que Kimi est pas loin. Charles est talentueux, etc. Mais je pense qu'il a vraiment un énorme talent. Allez. Et où il montre qu'il a un énorme talent, c'est que pour faire ce qu'il fait à 19 ans, parce que si on se souvient quand même de Max au début, quand il est à côté de Ricardo chez Red Bull, Ricardo quand même, il arrive à le challenger. Maintenant, je pense que Ricardo, il est à la retraite, mais il serait incapable de challenger. Donc ça veut dire qu'avec les années qui vont venir là, Kimi, il va être encore meilleur, bien au-dessus. Et quand on voit où il est déjà aujourd'hui, et je dirais qu'il a par contre ce côté humain, enfin, pour moi, c'est le Valentino Rossi de la F1, quoi. Il a ce bagou, cette relation avec les gens. Et donc, en plus d'être hyper talentueux, il est capable, je pense, d'extraire chez chaque personne qui bosse avec lui un 100% de potentiel, etc. Parce que les gens ont envie de tout lui donner, quoi. C'est la marque des grands, ça. Et je pense je pense qu'il est très fort. Et il arrive avec énormément de soutien chez Mercedes. Il a été formé, par contre. Il a été formaté pour ça. Je pense qu'il est arrivé un peu trop jeune par rapport à ce qu'aurait été un idéal. Mais les faits ont fait que. Lewis qui arrête, etc. Il y a un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il a été mis là. Mais par contre, il va être encore meilleur. Il est au bon moment chez Mercedes parce qu'il y a la bonne voiture. Donc ça retire un peu de pression. Et ça retire des erreurs potentielles aussi de vouloir trop bien faire. Après, attention, la saison est encore très longue. Il est aussi passé à travers de 2-3 petites choses. Donc, il a eu une certaine réussite qui fait que. Mais le potentiel, il est là, c'est sûr. On va passer à la dernière partie de l'entretien. Alors, cette fois, plus de cartes à tirer. C'est le contre-la-montre. Donc là, tu vas avoir 2 minutes pour répondre au plus de questions possibles du tac au tac. Ouh la vache. C'est parti. T'es prêt, Loïc? Lance.
Le meilleur pilote que tu as affronté. Hülkenberg. Hamilton ou Vettel. Hamilton. Le pilote le plus sous-coté que tu as affronté. Renaud Derlot. Ton meilleur coéquipier en tant que pilote. Tom Christensen. Le coéquipier avec lequel tu t'es le mieux entendu. Nicolas Lapierre. Ton circuit préféré. Suzuka. Qualification ou course. Course. Course de jour ou course de nuit. Nuit. Aux 24 heures du Mans, dormir ou ne pas dormir. Dormir. Sebring 2011 ou Le Mans 2013. Le Mans 2013. Le pilote avec qui tu aimerais partager la voiture aujourd'hui, hors Peugeot. Verstappen. Qui sera champion du monde de Formule 1 cette année. Mercedes. Bonne réponse. Qui sera le prochain pilote français en hypercar. Ouh. Oh là, je sais pas. Joker. Plutôt commenter dans la cabine ou être consultant dans la voie des stands. Bonne question. Cabine. Si tu n'avais pas été pilote, tu aurais fait quoi. Taxi. Pour conduire. Après ta carrière, qu'est-ce que tu dois faire comme métier. Management sportif. La meilleure voiture que tu as pilotée. 908. DTM ou Formule E. DTM. Une catégorie où tu rêverais de rouler. F1. Une voiture que tu aurais rêvé d'essayer. La F1 de Jean Alesi, victorieuse à Montréal. N'avoir jamais roulé en F1, c'est un grand regret. Oui. Complète. En 2026, avec Peugeot, je vais... M'éclater. Allez, la toute dernière. La France qui gagne la Coupe du Monde de foot cet été ou la Suisse qui gagne la Coupe du Monde de hockey sur glace avec Hugo Duval dans l'équipe. La Suisse qui gagne le hockey sur glace avec Hugo Duval dans l'équipe. Eh ben super, oui, parce que du coup ton fils joue pour l'équipe de Suisse de hockey sur glace. Exactement. Merci beaucoup Loïc en tout cas pour ton temps, c'était très intéressant. Avec un grand plaisir, merci. On te laisse placer ta signature où tu le souhaites. Est-ce qu'ils m'ont laissé une bonne place? Ouais, ça va, il y en a encore quand même. Il y en a encore quelques-unes, ça va. Il y en a qui ont signé plus gros que d'autres. Tu pourras le dire à Théo notamment, qui a fait une grosse signature pour pas te laisser de place. Premier, il est juste là. Vous avez vu comment il est gaulé, hein. Il prend de la place, hein, le garçon. Ah ça. J'ai mis un dehors. Allez. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup Loïc en tout Merci cas à vous. pour ton temps et puis bon courage pour les 24 heures du Mans surtout. Ouais, il en faut toujours.